Nouveau numéro de Reporter sur France 24. On va prendre la direction du Laos. Cyril Payen, bonjour. Bonjour. Grand reporter à France 24. On parle rarement de ce petit pays d'Asie du Sud-Est. Sauf que l'année dernière, il y a eu une catastrophe qui a fait la une de l'actualité. Un barrage a cédé, emportant tout sur son passage. Des centaines de morts et des milliers de disparus et des dégâts qui sont encore, un an après, absolument considérables. Vous êtes rendu dans ce pays, mais c'est l'occasion de découvrir à quel point cette industrie hydroélectrique est devenue fondamentale. Mais les dangers qu'elle entraîne, on n'aime pas trop le montrer. Vous avez tourné ce reportage de manière clandestine là-bas. C'est un peu le paradoxe de cette carte postale touristique qui est bien connue de millions de touristes. Le Laos, c'est aussi une république socialiste qui est adepte de la censure et de l'opacité. Et surtout, cette manne providentielle pour le gouvernement, c'est cet or bleu. Le Laos voulait devenir la pile électrique de l'Asie au détriment de sa population. Donc c'est vrai que les conditions de tournage sont difficiles. Il faut être extrêmement discret et rentrer comme on l'a fait dans le sud du Laos clandestinement. Alors on va le découvrir maintenant, puis on vous retrouve juste après pour en discuter, donc un an après cette catastrophe au Laos. La folie de l'or bleu, ou comment un pays pauvre et enclavé des confins de l'Asie s'est pris à rêver de développement, de prospérité grâce à ses rivières. Ainsi, le Laos a précipité des dizaines de millions d'habitants dans une catastrophe écologique sans précédent. Le 23 juillet 2018, vers 20h, un tsunami d'eau boueuse a englouti 6 villages en quelques minutes. Le barrage hydroélectrique d'Atape venait de céder. Mais que s'est-il passé ? C'est dans cette région reculée que nous nous sommes rendus, clandestinement. Le gouvernement laotien interdit en effet d'évoquer le drame. Au Laos, la question des barrages est taboue. C'est aussi et surtout la chronique d'un désastre annoncé. Notre enquête commence à Bangkok, la capitale thaïlandaise. Nous avons rendez-vous avec Joseph, un militant écologiste qui a dû fuir il y a quelques mois le Laos, son pays. Le gouvernement était furieux quand j'ai publié ces informations sur les barrages. Après la catastrophe d'Atape, je me suis immédiatement rendu sur place. C'était terrible, il y avait des centaines de sinistrés, des disparus, qui survivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Il n'y avait pas de communication, très peu d'aide. J'ai publié ces informations sur les réseaux sociaux et la police secrète m'a recherché. La suite, Joseph s'est caché dans la jungle pendant des mois. Puis il n'y a eu d'autre choix que l'exil en Thaïlande. Pour lui, les autorités laotiennes cachent la vérité sur l'étendue du drame. Toute cette zone-là est presque coupée du monde. Le gouvernement ne veut pas de témoins, mais il y a encore pire. Le Laos continue de vendre toutes ses ressources naturelles aux sociétés étrangères. Il y a des barrages partout, des déplacements de population. Le Mékong, littéralement la mer des eaux, l'un des plus longs fleuves de la planète qui prend sa source sur le toit du monde, dans l'Himalaya, pour se jeter des milliers de kilomètres plus bas, en aval, en mer de Chine. Depuis les temps immémoriaux, le grand fleuve est une source de vie pour toute l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, les barrages remettent tout en question. Le Laos est encore officiellement une république socialiste. Derrière la carte postale touristique se cache un régime adepte de l'opacité et de la censure. C'est donc grâce à un réseau secret d'activistes environnementaux que nous allons nous enfoncer dans le sud du pays afin de remonter le fil de la tragédie du barrage d'Atape. Cet homme que nous rencontrons sur un chemin perdu est notre premier contact. Vous savez, c'est très difficile d'avoir des informations. Personne n'ose parler. Après la rupture du barrage, le gouvernement a envoyé un peu d'aide, oui. Ensuite, plus rien. Nous vivons ici depuis plus de 1000 ans. Jamais nous n'avons vécu une telle calamité. Nous décidons de progresser plein sud, en évitant les routes principales, vers le plateau des Bolovins. Plus de villages, plus d'habitants, la région entière semble livrée au projet de barrage, par dizaines. Ce sanctuaire environnemental s'est transformé en un chantier géant à ciel ouvert, comme un État dans l'État où les entreprises de constructions étrangères, en majorité chinoises, font loi.
Au terme d'une journée de route, nous approchons enfin d'Atape, la zone du barrage effondrée en juillet 2018. Ce que nous allons découvrir est un immense champ de ruines, un paysage macabre et dévasté. Oui, un tsunami a véritablement frappé le Laos. 6 villages ont été noyés par une déferlante de 5 milliards de mètres cubes d'eau boueuse. 6 villages fantômes. Dans le hameau de Ban Mai, pourtant, une famille vient de revenir. Alors que les survivants s'entassent dans des camps provisoires, Boalafan, lui, a décidé de braver l'interdiction. Il a quitté le refuge. J'ai tout perdu sauf la vie. Tout a été inondé. Ma rizière, mes réserves, mon argent, tout a été emporté. On a à peine de quoi manger. Alors comment je vais faire pour mes enfants? Dans le camp, il y a un panneau qui dit « provisoire ». Mais cela fait des mois que c'est provisoire. Je n'en pouvais plus de ne rien faire. C'est comme si on nous avait tous oubliés. Au moins ici, à Ban Mai, on est de retour chez nous. Même si c'est très difficile, vous savez, de revenir dans un village où il y a eu tant de morts. La famille de Boalafan fait partie des miraculés de Ban Mai. Son fils de 5 ans a été emporté par les flots, mais repêché in extremis par un voisin en contrebas. Il y avait de fortes pluies de mousson ce soir du 23 juillet 2018, mais rien qui ne justifie la rupture du barrage construit en amont. Alertés quelques heures avant le drame, les autorités locales n'ont pas prévenu la population à temps. Regardez, l'eau est montée jusque-là. Au 3e jour, c'était encore à ce niveau. Là, vous vous rendez compte? Là-bas, il y a eu beaucoup de noyés, surtout des disparus. C'est ça le pire, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Les voisins, là, juste là, une famille de 6 personnes, tous morts. Moi, je suis terrifiée maintenant. Moi non, j'ai pas peur. Je n'ai qu'une envie, c'est abattre tous ces fichus barrages. Je suis prêt maintenant, quand ça va se reproduire. Parce que tout le monde le sait au Laos, d'autres barrages vont s'effondrer, c'est certain. Dans la vallée Martyr, le relief a brutalement mué. Tout s'est inversé. La vase a recouvert les rizières. Les paysans se sont transformés en pêcheurs. Les poissons que l'on trouve là sont arrivés avec la vague de boue. La terre est foutue, on ne peut plus rien planter. Je ne sais pas si je pourrai un jour labourer de nouveau mon champ. On voudrait que l'État nous aide un peu quand même, juste pour survivre, pour nourrir nos gamins. Ce barrage là-haut nous a maudits. Tout autour de nous, il y a des morts, il y a de la pauvreté, de la faim. Pas de toit, pas de riz, pas d'avenir. Qu'avons-nous fait pour que le malheur nous frappe? Un barrage maudit. Le bilan officiel s'est arrêté à 29 morts et 1 millier de disparus. Il est 6 heures du matin dans le village voisin de Ban Inlat. Monsieur Vong est un vrai pêcheur, lui, depuis 50 ans. Tu passes bien par là. À gauche. Fais gaffe, c'est dangereux maintenant. Notre rivière a complètement changé avec la rupture du barrage. Il n'y avait pas tous ces petits îlots là-bas. Il y a des troncs morts partout maintenant. La rivière Xenam Moy, M. Vong la connaît dans ses moindres recoins. C'est en amont, sur cet affluent du Mékong, que le barrage a été érigé. C'est par là aussi que la coulée de boue meurtrière est arrivée. Monsieur Vong, lui aussi, a quitté son camp provisoire. Il retourne tous les jours sur ses lieux de pêche, mais le cœur n'y est pas. Quelque chose a changé. Même avant la catastrophe, les barrages avaient déjà commencé à tuer nos métiers, à nous tuer. Il n'y a plus de poissons, plus rien. On voit bien ce qui se passe. On laisse s'installer des entreprises étrangères qui font n'importe quoi avec nos rivières et avec nos forêts. Ils construisent, sans aucun contrôle du gouvernement. En plus, ils déversent des produits toxiques dangereux pour l'eau.
Oui, on le sait, ici ce sont les entreprises chinoises qui s'implantent et ils se foutent de tout. Les autorités ne font rien. Elles touchent l'argent, c'est tout. Et nous, le peuple, on reste là impuissants. Pour les prochaines générations, il n'y aura plus rien à pêcher, plus rien à cultiver. À la place, il n'y aura plus que des investisseurs étrangers. Le parti nous parle de préservation de l'environnement, mais en réalité, c'est le contraire qui arrive partout. Oui, il a raison. Bientôt, c'est vrai, nos enfants ne sauront même pas ce qu'est une fleur ou un arbre. Les deux pêcheurs ne croient pas si bien dire. Après la catastrophe, les autorités laotiennes ont promis un gel des projets. Mais il n'en est rien. 2 barrages sont en construction sur cette seule rivière. À l'horizon 2020, plus de 100 barrages seront édifiés sur le Mékong et ses affluents. Dégradation irréversible des écosystèmes, déplacement de population, effondrement de barrages mal conçus, une folie écologique. Pour la première fois depuis juillet 2018, Bolafan retourne plus en amont, dans les villages qui ont été frappés les premiers. Quand je pense qu'ici c'était un village avec des dizaines de familles, des commerces, c'était l'endroit le plus prospère du coin. On faisait 2 récoltes de riz par an. C'était un bon village. Et dis-moi, il y a des gens de ce côté? Non, plus personne. C'est dur de voir ça. Comment tu fais pour t'en sortir, toi? Plus de riz, pas de poisson, on n'a rien. Dis-moi, est-ce que Son est là? C'est mon ami. Je l'ai jamais revu ici. Ah, je m'en doutais. Franchement, je suis prêt. Chacun est bien conscient ici que cela va arriver à nouveau. Avec ma famille, nous avons mis de côté des bidons pour flotter au cas où. On a aussi une pirogue. On est prêt à tout. Le problème, c'est qu'avant, on n'avait jamais vécu ça. On ne nous a rien dit. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant de victimes. 2 villages entiers rayés de la carte. Ils sont officiellement 7000 réfugiés répartis dans des camps de fortune. Le mot d'ordre des autorités est d'attendre et de ne pas revenir. Mais situation inédite dans le contexte laotien, une colère sourde monte parmi les sinistrés. L'État ne fait rien. Jamais, même pendant la guerre, nous n'avons eu une telle tragédie. Nous vivons comme des mendiants. Nous survivons des dons uniquement. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Je suis un vétéran et je me sens abandonné. Ma femme est gravement malade à cause du riz de mauvaise qualité. Nous sommes en train de mourir. Ce qu'il se passe en ce moment, c'est que l'on voit quelques familles qui reviennent comme nous dans les villages détruits. Ils n'ont pas le choix. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre solution qu'ils reviennent. D'autres familles vont suivre. Il faut nous aider à reconstruire nos maisons. S'il vous plaît, il faut nous aider. La résilience des Laotiens est profondément ancrée dans leur relation au bouddhisme. Aussi savent-ils tous, à Ban Mai, qu'au milieu du chaos peuvent naître les miracles. Et le miracle ici, c'est la vie. Bolafan vient d'avoir sa première petite fille. Elle est née comme lui, dans la maison de ses ancêtres. Tout cela suffit pour l'instant au chef de famille. On va rester là maintenant. Plus question de partir où que ce soit. S'ils veulent venir nous chercher, eh bien aucun problème. Venez, on vous attend. Au moins on verra quelqu'un du gouvernement. Nous n'avons rien fait de mal et nous ne bougerons plus. Je veux qu'elle puisse faire des études, qu'elle ait un métier. Nous n'avons pas grand-chose à lui offrir, à part la vie. Maintenant, le gouvernement nous demande d'attendre 4 ou 5 ans. C'est impossible. Je n'attendrai pas que ma fille ait 5 ans pour que ma vie s'améliore. Source de vie ancestrale, les fleuves et les rivières d'Asie orientale peuvent aussi se muer en une implacable malédiction pour les centaines de millions de riverains qui en dépendent. Piégés par les rêves d'or bleu d'un des pays les plus pauvres de la planète. Et on se retrouve en plateau avec Cyril Payen devant l'immensité de ce désastre. On voit bien ici dans ce décor, là où vous avez tourné, les boues encore présentes 1 an après. Alors Cyril, on a vu dans votre reportage l'effort considérable et peut-être un peu fou que le Laos fait pour produire de l'électricité à partir de ces barrages. Mais à qui elle sert cette électricité? C'est tout le paradoxe de cette folie pour devenir la batterie électrique de l'Asie du Sud-Est. Le Laos est un pays enclavé, sans débouchés, et il est entouré
d'ogres qui ont d'énormes besoins en ressources. La Thaïlande, bien sûr, originellement, mais surtout, évidemment, la Chine, qui vaut pour 2 tiers de tous les projets de barrages hydroélectriques et qui continue, qui a d'assouvir cette soif d'électricité. Donc, en général, c'est 90% de tous ces projets qui part à l'exportation en dehors du Laos. Alors, ces projets, est-ce qu'ils ont été freinés après cette catastrophe de l'an dernier? On aurait pu l'espérer après les premières annonces horrifiées du gouvernement laotien qui a dit qu'il y aura un gel total de tout projet. On a constaté sur place, et c'était une énorme surprise, que ça n'en est rien. D'autres chantiers. Exactement, c'est ce qu'on a découvert. On est dans la même région, c'est exactement la même rivière, la Kse Nam Moi, et on a vu sur cette même rivière où il y a eu cette catastrophe avec des centaines de disparus, on peut voir ces panneaux chinois. C'est une société chinoise qui construit un nouveau barrage. Il va y avoir 100 projets de barrage en 2020. C'est beaucoup trop. C'est une folie écologique à l'échelle du Laos. Alors, folie écologique, Cyril, mais aussi catastrophe humaine. On a vu dans votre reportage l'impact de ce qui s'est passé il y a un an sur les populations, des milliers de disparus et encore des gens déplacés et réfugiés dans leur propre pays. Est-ce qu'on peut espérer à un moment donné qu'il y ait indemnisation, qu'il y ait procès pour essayer de trouver les responsabilités ? Écoutez, en rencontrant les sinistrés qui vivent dans des conditions précaires, ils se sentent totalement oubliés, pas indemnisés ou pas du tout. Il faut croire, et ça sera sans doute hélas la morale de cette histoire, la vie d'un paysan laotien vaut moins que d'autres dans d'autres pays, compte tenu des responsabilités. Aujourd'hui, très clairement, l'opérateur sud-coréen qui a construit et conçu ce barrage avec ses malfaçons a une bataille, un ping-pong, je dirais, avec le gouvernement laotien pour ce rejet des responsabilités. Le problème, c'est qu'au milieu, vous avez ces sinistrés, ces victimes, près d'un an plus tard, et qui ne voient pas le bout, qui vivent toujours dans des conditions extrêmement précaires. Merci beaucoup. Cyril Payen, donc de retour du Laos avec ce document exceptionnel. Merci Cyril. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 2.